Le petit podcast, présenté par les petits fans. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans ce pilote du petit podcast, une émission consacrée entièrement au petit meurtre d'Agatha Christie. Aujourd'hui, je suis avec Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour Morgane. Et puis Lauriane. Salut Lauriane. Salut Morgane. Comment ça va ? Bah ça va et toi ? Ça va, pas trop enrhumé ? Non, j'ai un peu d'allergie mais ça devrait aller. Si vous entendez des reniflements au fond sonore, c'est moi. Okay. Je m'excuse par avance. T'inquiète. Nous allons aujourd'hui revenir ensemble sur l'épisode Un cadavre au petit déjeuner, l'épisode musical et le final de la saison 2. Les infos. Un cadavre au petit déjeuner a été écrit par Thierry Debroux. Les paroles ont été également écrites par lui et les chansons composées par Laurent Avenard, Moira Conraf et Ludwig Göran. On les connaît sous le label Red Cloud Music, c'est eux qui font toute la musique diégétique de l'épisode. À chaque fois que Laurence met un vinyle, la musique qui passe, c'est eux qui l'ont faite. Les chorés ont été faites par Corinne Deveau, l'épisode réalisé par Nicolas Picard-Dreyfus et bien sûr produit par Escazal et France Télévisions avec l'aide de TV5 Monde, RTS, RTBF, le CNC et Pictanovo Hauts-de-France. On enregistre ce podcast avant la diffusion de l'épisode. Du coup, on ne sait pas encore comment les gens l'ont reçu, on ne sait pas si vous avez aimé ou pas. Vous saurez ce qu'on en pense un peu plus tard, voilà. Le sommaire de ce podcast. Au sommaire aujourd'hui, un cadavre au petit déjeuner et les deux faces d'une même histoire, c'est l'édito que je vous propose. Un épisode cadeau, oui, mais est-ce qu'il peut plaire à tout le monde ? C'est ce que nous verrons dans la review sans spoiler. Je reviendrai avec vous sur la production de l'épisode, de son annonce à sa diffusion, à l'aide de nos archives. Attention, il y aura du sel. Les grands points de la trique seront passés sous notre loupe dans la review des spoilers. En deuxième partie, Lauriane reviendra en détail sur la musique et les chansons, vous y verrez des références bien trouvées. Est-ce que l'épisode est une bonne fin de saison ? Ce sera le débat du jour. Que faut-il attendre de la saison 3 ? Nos attentes et nos craintes vous seront délivrées. Enfin, Clémence reviendra sur l'aventure Petit Fan et la saison 2 dans le grand roman des petits fans. Mais tout de suite, c'est l'édito. Un cadavre au petit déjeuner, qu'est-ce que c'est ? C'est un épisode à double face. D'abord, il a eu 2 titres. Il s'est appelé Tout a une fin, puis Un cadavre au petit déjeuner. Il a un double emploi, celui d'épisode musical et d'épisode de fin de saison. Il a son côté ultra fanservice et il a tout l'envers du décor, la frustration de la communauté de fans autour de sa production. C'est un épisode qui est tournant, qui est central, un peu comme l'a été Pension Vanellos où le miroir se brisa. C'est un épisode surtout qui nous aide à faire le deuil de la saison 2 en douceur. Déjà par ses références et ses running gags, et puis évidemment par ses chansons. D'abord, on a un petit peu peur, le cringe qui est derrière nous, et puis au final, on se détend au fur et à mesure des chansons, et ça nous mène tout doucement vers la chanson finale, où à ce moment-là, même le néophyte qui ne connaît pas énormément la série, comprend qu'on va devoir dire adieu à ces personnages. Et quels personnages ? Permettez-moi de revenir un petit peu sur eux. Vas-y. Le commissaire Swan Lawrence, aka le meilleur policier de France. Si on remonte le temps, cette appellation c'était juste un compliment de Marlène et au final c'est devenu une vérité. C'est un personnage qui est caustique, tantôt détestable, tantôt terriblement attachant. C'est celui qui voulait travailler tout seul et qui a fini par comprendre que c'était en équipe qu'il y arrivait le mieux. Donc celui qui a commencé par une fausse promotion dans l'épisode 1 finit par une vraie. Alice Avril, l'orpheline qui s'est trouvée sa propre famille. Celle qui a commencé comme pauvre petite pigiste au Courrier du Cœur à la Voix du Nord et qui finit reporter de choc quand même. Celle qui est à l'origine, je cite, de petits arrangements entre la police et la presse. Celle qui a fait 1000 métiers, la reine de l'infiltration, celle qui est tellement fonceuse que le petit-fils d'Agatha Christie lui-même a reconnu des ressemblances entre elle et la reine du crime. S'il y en a beaucoup qui pensent que Laurence est le personnage principal de la saison, je pense que c'est faux et que Alice est vraiment la véritable héroïne de l'histoire. C'est celle qu'on suit, on suit son parcours de A à Z, celle d'Alice, reporter à la Voix du Nord. Et puis bien sûr il y a Marlène, celle qui a commencé en n'étant même pas un personnage principal et celle qui a en fait fini par gagner le cœur des téléspectateurs. Comment me direz-vous ? J'ai 2 possibilités. Certains diront que c'est parce que ça a beauté et d'autres par sa bêtise. Moi j'en ai une 3e. Dans Ding Dang Dong, Marlène dit qu'elle aimerait bien que les gens la voient comme elle est dedans. Et je pense que c'est de l'ironie dramatique. Que les téléspectateurs ont vu comment elle était dedans, qu'elle se donne entièrement aux téléspectateurs. Et au final c'est ça qui nous touche.
C'est un personnage qui est certes pas très dégourdi, qui est un peu naïve, mais elle est tellement entière qu'on ne peut que tomber sous son charme. Dans une société qui est faite d'apparence et de réputation, c'est un personnage qui fait du bien. Voilà pour ces personnages absolument incroyables, et il va falloir leur dire au revoir. Pour le commun des mortels, c'est juste une page qui se tourne. Au pire, c'est une révolte de voir le casting changer. Pour nous, c'est quoi ? C'est à la fois un déchirement et aussi le bonheur d'avoir vécu une aventure de A à Z avec une si bonne fin. Oui, cet épisode est un épisode double. D'abord, il a son côté tout à une fin, qui donne un sentiment de finalité. Et puis, il y a sa partie un cadavre au petit déjeuner, qui rappelle qu'à chaque jour qui se lève, c'est une nouvelle aventure qui commence. C'est l'heure de la revue sans spoiler. Donc, un cadavre au petit déjeuner, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bah, c'était bien, voilà. On peut arrêter là, allez. Au revoir, merci. C'était satisfaisant. Oui, moi j'ai trouvé que c'était un très bon épisode. Ouais, je suis d'accord. C'est un très bon épisode, mais comme tu disais, en fait, il est un peu à part dans le sens que si vous voulez une bonne intrigue policière pour cet épisode final, passez votre chemin. C'est pas pour dire que l'épisode est mauvais, mais en fait, comme c'est un épisode final avec ce côté comédie musicale, l'intrigue policière passe vraiment au second plan. Donc si vous aviez envie de vous prendre la tête devant un polar où vous saviez pas qui était l'assassin et vous êtes mon Dieu, mais comment vont-ils résoudre ce mystère, mais c'était pas trop l'ambiance de l'épisode. Non, exactement, ça se repose plus sur les personnages et sur au final, oui, leur donner un peu une conclusion, même si on reste sur une fin ouverte. Mais voilà. Tout à fait. Et en même temps, à mon sens, je pense que c'est un épisode qui justement va faire le résumé de ce qui nous a plu dans l'ensemble de la saison. C'est-à-dire que justement, on va retrouver nos personnages qu'on aime bien, on va retrouver à la fois beaucoup d'humour et de l'émotion. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous plaît dans la série en fait, en fin de compte. Et c'est pour ça que la série petit à petit s'est concentrée de plus en plus sur les personnages, parce que c'est ce qui plaisait aux gens. Oui, c'est ce que disait Morgane tout à l'heure, on se concentre plus sur les personnages, mais en fait la série avait déjà passé ce pas depuis un moment en fait. À part Rendez-vous avec la mort qui était revenu un petit peu dans cette ambiance intrigue policière, avec même un style qui se rapprochait de la saison 1, les derniers épisodes, clairement ce qui faisait l'intérêt de la série, c'était le ping-pong entre les personnages, les dialogues et les relations. C'est pas pour dire que les intrigues étaient pas bien, c'est juste qu'on voyait que... Elle passait au second plan. Elle passait au second plan et ce qui intéressait les gens, c'était les relations entre les personnages et pas forcément le mystère. Au final, c'est un épisode qui est vraiment fait pour faire plaisir, hein. C'est de A à Z, c'est parler des personnages, les musiques forcément. Bon, on en reparlera après, mais... nous, on a bien aimé, voilà. En général. Le fait d'avoir un épisode musical, c'est quand même relativement sympa. D'ailleurs, on remarque que le scénariste, c'est Thierry Debroux. Il a fait aussi l'épisode spécial Noël. Au final, il marche plutôt bien sur des épisodes spéciaux. À voir s'il peut continuer sur la saison 3. Hein. Il a été annoncé comme restant dans le staff de scénaristes un petit peu moins souvent, mais quand même. Donc c'est vrai que le fait qu'il écrit des spéciaux, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on va partir dans les tropes des animés, ils vont faire un épisode à la plage ou dans les bains, les saunas. C'est vrai qu'on a fait les deux gros, je vais dire clichés, mais les deux gros clichés d'épisodes spéciaux à l'américaine, hein, le spécial Noël et le spécial musical. C'est vrai. On n'a pas fait un spécial Halloween. Oui, au final... Enfin, le cheval pâle, peut-être que ça compte comme Halloween, je ne sais pas. Pas sûr, mais c'est vrai que oui, si un petit peu, mais c'est vrai qu'il manque limite que ça en étant annoncé comme un spécial Halloween, mais voilà. Il faut peut-être dire aux gens aussi, peut-être insister encore plus sur ce que tu as commencé à dire, le fait que c'est un épisode musical aussi, il faut y être préparé. Oui, parce que exactement. au vu des réactions on Facebook, avec Morgane. il faut dire aux gens qui peut-être vont écouter cette partie-là en disant que ils ont pas vu l'épisode mais qui peuvent écouter le début. Genre, il faut quand même faire le chemin de rentrer dans l'épisode, parce que même en étant fan, il y a un temps, comme tu dis, d'adaptation où les deux premières chansons c'est un peu oula, et après c'est bon, t'es rentré dedans. Mais il faut vraiment psychologiquement se dire, je suis en train de regarder un épisode spécial, musical, qui est un épisode un peu à part, et donc il faut le prendre comme tel et pas comme l'épisode normal, comme tu disais, de la série. Et en fait, c'est pour embrayer sur ce que tu disais, Clémence, effectivement, le temps d'adaptation. En fait, il y a plusieurs facteurs autour de cet épisode musical et les réactions potentiellement négatives qu'il peut y avoir. En fait, déjà, la comédie musicale, c'est un genre qui est très clivant. Soit on aime, soit on déteste. Il y a le camp de ceux qui trouvent ça complètement débile, qui n'arrivent pas à supporter la musique typée des comédies musicales. C'est leur droit, on a le droit de pas aimer la comédie musicale, il n'y a pas de souci.
Et en plus de ça, en plus de cet aspect de clivant, les petits meurtres, bah, c'est pas du tout une série musicale à la base, c'est-à-dire que c'est une série policière humoristique. Donc on n'associe pas vraiment le genre comédie musicale avec. Et en plus de ça, en plus de ce facteur-là, il y a ce que j'appelle le facteur cringe amateur. C'est-à-dire que quand on regarde des gens faire quelque chose sur lequel ils ne sont pas professionnels, quand on regarde des amateurs essayer de faire quelque chose de manière sérieuse, il y a toujours en fait ce petit sentiment de gêne où on se dit non mais les gars, vous y arrivez pas, non, ça rend pas très bien, stop. C'est pas parce qu'on trouve que c'est pas parce qu'on les déteste ou qu'on les aime pas, c'est juste qu'on se dit mais non mais est-ce que vous voulez vraiment fournir tant d'efforts pour un résultat pas ouf? Il y a ce côté-là, et en fait, là où ça s'applique sur l'épisode des petits meurtres, c'est que, comparé à une comédie musicale à Broadway, où ils ont je sais pas combien de moyens, ou même juste un film musical, genre Chantons sous la pluie, ils ont 200 danseurs en fond, ils ont un orchestre pour faire leurs chansons. Les petits meurtres, ils ont pas le même budget. C'est vrai, on en reviendra peut-être après. J'ai réécouté du coup la BO de l'épisode musical de Once Upon a Time, et même eux, ils ont un orchestre. Alors que quand même, les petits meurtres, ils ont fait ça avec 5 instruments à tout casser. Alors, franchement, déjà, bien joué, parce que ça rend vachement bien avec juste 5 instruments. Mais de toute façon, au final, c'est pas comparable. Mais le fait qu'on est obligé de se sentir obligé de comparer entre les différents styles de comédie musicale qu'on connaît, qu'on a vu à la télé ou qu'on va voir au cinéma. C'est ça, en fait, c'est pas comparable effectivement à cause du budget, des moyens, etc. Mais comme on a déjà en tête une idée de ce qu'est la comédie musicale, bah du coup quand on voit un épisode comme celui Les Petits Meurtres, on est genre ah ok, d'accord, bon, c'est bien d'avoir essayé hein les gars, y a pas de souci. Enfin, je répète, mais nous on a beaucoup aimé l'épisode, hein, c'est pas ça le problème, c'est juste que par rapport à la réaction des gens, il y a un risque effectivement qu'il y ait ce sentiment de gêne qui s'installe. Et en plus de ça, si les gens sont pas dans le délire comédie musicale, il y a aussi, et bon là c'est un truc un peu plus global, mais quand on regarde des gens qui sont passionnés par quelque chose dont nous on ne partage pas la passion, comme on n'est pas dans leur état d'esprit, comme on ne comprend pas cette passion, et ben on est là mais pourquoi tu t'emmerdes à faire ça, enfin quel est l'intérêt? Et c'est pareil, du coup on se sent gêné parce qu'on n'est pas dans le délire. Il y a le cringe qui s'installe, et c'est un truc en fait qui est assez qu'on retrouve un peu partout dans les fandoms, mais pas que, en fait, dans la culture en général, il y a cet aspect de je suis pas dans le délire, je comprends pas, il y a des gens qui sont passionnés par tel ou tel truc, et comme moi je suis pas dedans, et ben je trouve ça nul. Et en fait, c'est un sentiment qui est humain, mais faut pas se laisser avoir par ce sentiment. On a le droit de pas apprécier quelque chose, mais je pense que c'est pas une raison pour aller dénigrer le travail qui est fourni en fait par les gens qui expriment leur passion. Voilà. Clémence, oui, je voulais juste rajouter que effectivement après l'avantage qu'a la série, c'est tous ces épisodes derrière, et que je pense que si on accepte de passer ce moment de gêne, on arrive à voir, en tout cas moi j'ai ressenti comme ça, on arrive à voir à travers l'épisode déjà le plaisir qu'ont pris les acteurs, et en étant donné qu'on a quand même passé un certain nombre d'épisodes avec eux et qu'on les aime, en tout cas pour notre part, voilà, on prend plaisir au fait qu'ils prennent du plaisir. C'est un peu un plaisir par procuration, et aussi je trouve qu'ils ont été assez intelligents pour justement ne pas chercher à faire quelque chose de trop bien et à jouer de ce côté maladroit de la comédie musicale, parce que oui, ils dansent pas très bien. Ils chantent franchement pas mal. Ouais, franchement, c'est franchement bien. Mais du coup, ils ont dû faire des choses extrêmement simples, surtout au niveau chorégraphie, parce qu'ils avaient ni le temps, ni les moyens, ni les capacités de faire mieux. Mais du coup, je trouve qu'ils en jouent. Et du coup, ça reste dans l'atmosphère de la série qui se tourne en dérision depuis le début. C'est vrai. Et je trouve que ça marche bien. Ça a été fait avec intelligence. Et si on arrive à voir ça, et à pas rester bloqué, comme tu dis, sur le fait qu'ils sont en train de chanter, et quand même c'est un petit peu gênant, et ben ça fonctionne. Il faut passer ces premières minutes de gêne, et après ça fonctionne. Tout à fait. Moi, justement, ce que tu disais sur le fait de voir le plaisir qu'ils ont pris à faire cet épisode, j'espère vraiment que le public en fait va voir ça, parce que nous on le voit parce qu'on est investi. On les suit depuis plusieurs années maintenant, et puis bon, même notre amour pour la série fait qu'on peut accepter beaucoup de choses, mais en dehors de ça, on fait attention en fait aux attentions qui sont mises dans les épisodes, au plaisir qu'ils prennent à tourner, à faire des comédies musicales ou des spéciales Noël. Mais pour des fans casual, enfin pour des gens qui sont pas investis comme nous,
et ils ont le droit, hein, c'est pas ça qu'on critique, mais... C'est eux qui font les chiffres voilà, d'audience de toute façon. C'est-à-dire que pour les gens qui regardent la série comme ça de temps en temps quand elle passe à la télévision et qui après n'y pensent plus tellement, j'espère que vraiment ça va pouvoir se transmettre à eux aussi, parce que cet épisode c'est à la fois, comme tu disais, un épisode pour faire plaisir aux fans et pour faire plaisir aux acteurs, mais du coup il faut que les fans sachent, enfin que les spectateurs, fans ou pas, puissent ressentir que cet épisode a été fait pour eux en fait. Un épisode qui a quand même eu une production assez intéressante, hein, digne d'un roman d'Agatha Christie. Je vous propose de revenir un petit peu là-dessus. Et le titre, c'est Tout a une fin, faut pas y voir un signe. Les archives Twitter avec Morgane. Non, c'est pas le titre, c'est le titre d'une chanson. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Donc l'envie d'avoir un épisode musical, elle existe très tôt dans la communauté de fans, puisqu'on est tous un petit peu influencés par les autres fandoms dans lesquels on est, notamment de séries américaines qui elles-mêmes ont eu leurs épisodes musicaux. On a une première occurrence officielle de cette envie de la part des acteurs le 14 septembre 2017 à La Rochelle, dans une interview de Téléstar de Samuel, Elodie et Blandine, où Blandine justement dit qu'elle aimerait beaucoup faire un épisode musical. On sait que Blandine aime chanter, donc c'est en écriture, moi je tanne la peau à la production, ils n'en peuvent plus, pour faire un épisode musical. Oui. Voilà, et elle avait justement déjà eu plusieurs épisodes avant pour démontrer ce talent. Exactement. Elle a donc le soutien immédiat de toute la communauté de fans, on le rappellera à diverses avant-premières qu'on est à fond derrière elle, et au final, on va faire un bond d'1 an moins un jour, le 13 septembre 2018, toujours à La Rochelle, où on va enfin avoir l'annonce de la comédie musicale et de 2 premiers éléments de cet épisode, l'apparition du bureau de Tricard et de l'appartement de Marlène. Quelque chose qu'on a demandé depuis très longtemps à l'appartement de Marlène, oui, ça fait depuis 2016. Je pense que l'appartement de Marlène, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est le truc qui m'a convaincue qu'il faisait cet épisode aussi pour les fans, tu vois, parce que c'était le truc qu'on n'avait jamais vu avant et que tout le monde disait, mais à quoi ressemble l'appartement de Marlène ? Et on l'avait réclamé plusieurs fois et on nous avait dit non, on le verra pas. Et au final, on le voit. Si. C'est ça. Puis à partir de ce moment-là, plus rien. Il y a toujours une petite période de blanc entre la diffusion des épisodes et puis la reprise de la production des nouveaux. Et on arrive en novembre 2018 et là je dois vous raconter, vous expliquer le concept de code ISAN. Une fan très intelligente de ce groupe s'est rendue compte que à la fin des crédits, il y avait toujours un petit code qui ressemblait quand même vachement au code ISBN des livres. Et il s'agit donc du code ISAN. Quand on enregistre une demande de financement au CNC, on est obligé d'enregistrer un code ISAN. C'est un peu le numéro d'identification d'un épisode, d'une œuvre audiovisuelle, d'un téléfilm, d'une série. Et il se trouve qu'il y a une base de données publique en accès gratuit sur internet où on peut retrouver tous les codes ISAN qui ont été enregistrés. En allant sur cette base de données, on se rend compte qu'il y avait 3 nouveaux épisodes enregistrés dont personne n'avait encore parlé. L'heure 0, Rendez-vous avec la mort et un épisode qui s'appelle Tout a une fin. Les rumeurs donc commencent et vous allez voir que ça va s'amplifier de plus en plus jusqu'à l'année d'après. On arrive en janvier 2019 et là nous avons le communiqué de presse pour le début de tournage de l'heure 0 et Rendez-vous avec la mort. Il n'y a aucune nouvelle de Tout a une fin et pour cause, en fait, l'épisode est encore en préparation. Là, on a confirmation que c'est l'épisode musical. Sachant que nous, on est toujours en train de se dire pourquoi ça s'appelle Tout a une fin. Est-ce que c'est la fin de la série ? T'étais un petit peu en panique. Et puis, on arrive au gros morceau de l'affaire. Attention messieurs dames, nous entrons en partie spoiler. J'appelle ça l'affaire du Léry. Donc c'est une partie spoiler si vous avez été loin des réseaux sociaux pendant cet fameux épisode historique. Exactement. Qui a provoqué une débâcle sur les réseaux sociaux. Donc si vous y étiez, vous êtes au courant, ce n'est pas un spoiler. Exactement. L'après-midi de l'enfer se déroule le 7 février 2019. Duléry, qui est interviewé une fois de plus par Téléstar, il me semble, pour un autre téléfilm qu'il fait, s'exprime enfin sur le fait qu'il revient dans l'épisode Tout a une fin, qui n'est pas encore tourné, mais il laisse également passer, sans faire exprès, le fait que c'est le dernier épisode de la série. Panique générale. Panique générale. Chez nous, chez Escajal, chez France 2, tout le monde. Tout le monde en panique. 2 heures plus tard, démenti d'Escazal. Pas du tout, ce n'est pas la fin. 4 heures plus tard, démenti de Duléry lui-même. Oh non, je me suis trompée. En fait, c'est pas la fin de la série, c'est la fin de la saison. J'avais mal compris. J'avais mal compris. Ah, ce pauvre petit Duléry.
Dès lors, il y aura une scission au sein du fandom. Ceux qui pensent que la saison 2 continue, que c'est juste la fin de la salve d'épisodes, donc heure 0, rendez-vous avec la mort, tout a une fin, et ceux qui pensent que c'est probablement la fin de la saison, oui, mais qu'il y aurait une saison 3 après. Et puis nous arrivons au mois de mars. Le mois de mars est très chargé. L'épisode doit commencer officiellement à tourner le 27 mars, mais on sait qu'ils ont tourné le 7 mars à Tournai en Belgique. Toutes les scènes dans le magasin photo se tournent à ce moment-là. Ah oui, ils sont allés en Belgique pour faire ça. Exactement. Juste pour un magasin photo. Ils vont souvent en Belgique. Il y a pas mal de châteaux qui sont en Belgique. Ok. Le 18-19, on a occurrence sur les réseaux sociaux qui sont en train d'enregistrer les chansons. Le 20 qui sont en train de répéter leur danse. Le 24 mars, là, c'est France 2 qui donne de ses nouvelles puisqu'il annonce qu'il commande de nouveaux épisodes des petits meurtres. La section du fandom est toujours bien d'actualité puisque tout le monde pense oui, soit c'est des nouveaux épisodes de la saison 2, soit c'est des épisodes d'une nouvelle saison. C'est parce que France 2 ne précise pas en fait de quel type d'épisode il s'agit. Ils en sont pas à ce niveau de détail là dans leurs annonces, ils disent juste on est des nouveaux épisodes des petits meurtres. Bon, c'est-à-dire, enfin, au moins nous on était rassurés, puis on disait bon, la série continue, ça va, c'est déjà ça. Exactement. Mais on était toujours en panique. Exactement. Je pense qu'on a passé tous ces mois-là à être en panique. Rappelons que l'épisode s'appelle Tout a une fin. Quand même, oui. Voilà, et je pense que ce mot fin tournait en boucle dans nos têtes. On arrive au 27 mars, c'est deux choses en même temps, Sérimania et le début du tournage officiel à la Vieille Bourse. Donc le numéro final se tourne à ce moment-là, il commence par le numéro final. Pourquoi ? À Lille, hein, si jamais les gens savent pas. Et on a Sérimania, et donc qui dit Sérimania dit interview des acteurs une nouvelle fois, et là on va rentrer dans leur fameuse ambiguïté, puisqu'ils disent ne vous inquiétez pas, tant que la série marche, elle continue. Ah, les fans ont toujours peur que ça s'arrête. Rassurez-nous, ça va continuer. Ah, mais tant que c'est vivant, ça continue. C'est très bien, ils ont oublié de dire la fin de la phrase, elle continue sans nous. Voilà. Mais je pense que France 2 avait déjà peur des réactions du public de voir partir le trio et ils voulaient pas l'annoncer trop tôt. Ils avaient déjà en tête le fait qu'ils repoussent Tout à une fin sur 2020. Ouais. Pas en octobre, peut-être plus en septembre, hein, mais le Covid, on en reparlera après. Mais que du coup, pour éviter que les gens pensent que la série s'arrêtait avec Rendez-vous avec la mort, qui gardent bien en tête qu'il y a encore un épisode qui reste. Et puis je pense que du coup les acteurs n'ont pas eu vraiment le choix de ce qu'ils pouvaient communiquer et on peut pas les blâmer de s'être retrouvés dans une situation très indélicate pour eux, d'avoir le droit de dire certains trucs et pas d'autres alors que eux savaient. Ah, on les blâme pas, hein, non mais enfin je veux dire on les charrie un peu. On charrie un peu tout le monde parce que France 2, Escazal, Duléry, tous les acteurs on se sont contredits, mais c'est entre guillemets de la faute de personne, c'est de la faute du fait qu'il fallait faire une promo quelconque et que pour eux ils étaient là, on peut pas vous dire. Mais vous nous posez des questions, donc on doit répondre. Exactement. Donc, au final c'est un petit peu un tout, mais c'est assez drôle quand on y revient dessus avec le recul. C'est quand même un peu le bazar. Mais même Duléry, je suis sûre que sa langue a fourché et qu'en fait c'est juste qu'il s'en fichait un petit peu de savoir si c'était la fin de la série ou pas. Il pensait pas qu'il allait provoquer un tollé parce qu'il pensait pas que les gens seraient à fond comme ça. Bah oui, mais c'est ça, en fait le truc c'est qu'ils se rendent pas compte que c'est un fandom beaucoup trop assidu. Surtout s'il n'était pas interviewé pour la série, que personne ne savait qu'il reviendrait. Enfin, peu de gens savaient qu'il allait revenir. C'était une rumeur, mais c'est... Donc ils pensaient pas que des fans de la série Petit Meurtre d'Agatha Christie seraient en train d'écouter ce qu'il était en train de dire. Du coup, le 23 avril, on a la fin du tournage avec la fameuse scène de l'avion et la fameuse photo où on a tous cru que Alice et Marlène seraient hôtesses de l'air. Quelle tristesse. Ah oui, c'est vrai. Oui. J'avais oublié cet élément. Il faut qu'on précise quand même, si jamais vous n'êtes pas au courant, notre estimée Morgane est hôtesse de l'air et comme Marlène est son personnage préféré, quand on a vu les photos, tout le monde était là, Morgane, Marlène est hôtesse de l'air, c'est formidable, c'est le destin. Voilà. Bon, en fait non. Mais spoiler, elle n'est pas hôtesse de l'air. Voilà. On apprend également qu'il y aura quelques caméos, hein. On se doute qu'il y aura Sophie Réville, mais vous verrez après, il y aura d'autres caméos dans l'épisode. Si vous les avez remarqués, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis on entre dans la post-production. En juin, on a des nouvelles de l'étalonnage. On apprend aussi que la post-production se fait pour les 3 épisodes en même temps, c'est-à-dire que c'est une possibilité, on n'est pas sûr, mais c'est probable que l'heure 0, Rendez-vous avec la mort et Tout à une fin ait été terminée en même temps. En juillet, on a aussi des nouvelles de la post-synchronisation pour les chansons, pour les chants contre chants. Blandine poste une petite photo. Et il y a le gros retournement de situation. L'épisode ne s'appelle plus Tout à une fin.
Tintin. Du coup, on n'est plus en panique. Non, c'est faux. Il s'appelle Un cadavre au petit déjeuner. Bon, très bien. Pourquoi pas. Mais le fait est que ils se sont dit, maintenant il s'appelle Un cadavre au petit déjeuner, on va faire comme si Tout a une fin n'avait jamais existé. De nouveau, pour la diffusion de Ding Dang Dong, Rendez-vous avec la mort et Heure Zéro, je le dis à l'envers mais c'est pas grave. Nos 3 acteurs sont interviewés, nous sommes très contents, mais là ils nous réfutent complètement l'existence du fait que l'épisode s'est appelé Tout a une fin. Voilà. C'est quand même un peu abusé. Tout le monde dit texto que l'épisode ne s'est jamais appelé Tout a une fin, comme si on avait fabulé le truc. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Ils disent non mais c'était le nom d'une chanson, les fans n'ont rien compris. Bon, on adore. Il faut rétablir la vérité. Nous savons lire des crédits. Il n'y a aucune chanson qui s'appelle Tout a une fin. Nous savons lire des codes design. L'épisode s'est appelé Tout a une fin pendant au moins 8 mois. Donc non, c'est pas vrai. Est-ce que par rapport au titre, cela dit, est-ce que ça aurait pu être un nom de code ? Bon, c'est le pire nom de code du monde, hein, mais est-ce que ça aurait pu être un nom de code ? Non, puisque ce titre est présent dans les catalogues de distribution de France Télé. Très bien. Donc, ils avaient totalement tort. Surtout que ce serait vraiment génial de dire venez, on va mettre un autre code pour montrer que cet épisode n'existe pas et qu'il n'est pas le dernier. Appelons-le Tout a une fin. En vrai, si ça avait été l'inverse, l'épisode il s'appelait Un cadavre au petit déjeuner en nom de code, et qu'en vrai il s'appelait Tout a une fin, ça aurait été mieux. Ça aurait été génial. Exactement. Ouais, excellente stratégie. Je pense que Tout a une fin, c'était vraiment trop définitif comme type d'épisode, surtout si la série continue, tu vois. C'est à la demande de France 2, et en fait je pense que c'est aussi suite au fait que l'épisode s'appelle Tout a une fin, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce que c'est vrai que ça encourage les gens à s'arrêter là et à pas aller voir la saison 3. Exactement. Tout à fait. Enfin, ça encourage. C'est une bonne chose qu'ils aient changé le titre, mais du coup c'est un peu dommage qu'ils l'aient géré comme ça. Oui, bah voilà, mais bon. C'est encore une fois, c'est la faute de personne, on charrie juste un petit peu. On vous aime. Et vous avez fait au mieux. Et puis donc au final, diffusion des épisodes. Encore une fois, la petite période de disette de 2 mois entre la fin de diffusion et le début des nouvelles annonces. Et au final, la nouvelle annonce, c'est que oui, nous avions raison. C'est la fin de la saison 2 et le début de la saison 3. Donc oui, au final, l'histoire de la production de cet épisode, c'est un petit peu un roman d'Agatha Christie. Il y a des péripéties, il y a des changements brutaux, des fausses pistes. Ouais. Sachant que la production de l'épisode a été très chaotique, mais sa diffusion l'est également, puisque le Covid a un petit peu tout perturbé. Exactement. On ne sait pas à quel niveau. On se doute qu'en fait, on aurait dû de toute façon attendre la rentrée. C'est vrai qu'on charrie un peu sur Twitter, mais on sait qu'on devait attendre la rentrée pour voir le musical. Oui, voilà. Je pense que le Covid a fait que c'est pour ça qu'on attend jusqu'à octobre pour la voir. Et que par rapport à tout ce qui est promotion de l'épisode, etc., je pense qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Enfin, ça a perturbé pas mal leur plan, notamment Série Mania qui est annulée, qui à mon avis devait être vraiment la vitrine de l'épisode. Exactement. Où il y aurait eu les critiques qui en auraient parlé, tout le monde dit ouais, les petits meufs font un épisode musical, trop bien. Donc quelle vie pour cet épisode, l'épisode Isan 0000 0002 0 à 40 0027H 00000000N. Du coup, on va pouvoir revenir en détail sur l'épisode, sur tout ce qui allait, tout ce qui n'allait peut-être pas. Voilà, est-ce que quelqu'un veut commencer ? Je vais commencer par l'éléphant dans la pièce. Oui. Alice retrouve son père. Oui. Alors, je vais me mettre un petit peu à découvert, mais pour vous dire, moi j'ai vu l'épisode il y a un an, c'était il y a un an l'avant-première. Oui. Eh bien, quand on a parlé de ce podcast et qu'on s'est réunis pour discuter un petit peu de ce qui s'était passé dans l'épisode, je ne me rappelais pas qu'Alice avait retrouvé son père. On était 2. Alors, c'est peut-être juste moi qui ai une mauvaise mémoire, mais c'est pour vous dire que, comme on disait tout à l'heure, le côté intrigue passe vraiment au second plan. Il y a des gens qui pensent que le père d'Alice est mort dans l'épisode. Alors qu'il oui, c'est vrai. Mais il meurt pas. Il meurt pas. Mais il est dans son lit où il a pas l'air d'être très très bien en point. En tout cas, il meurt pas, mais il va pas tarder. Il prête son jet privé, donc a priori il est vivant à la fin. Exactement. Tant mieux, parce que si elle le retrouve et qu'il clame exactement comme dans la mystérieuse affaire de style, ça aurait été un petit peu bis repetita et... Bah justement, parlons-en de la mystérieuse affaire de style. Alice, elle a pas de chance en fait avec les arcs narratifs de ses parents, parce que la mystérieuse affaire de style, j'aimerais quand même rappeler à tout le monde que le concept de l'épisode pour Alice et sa mère, c'est que Alice a une médaille de naissance qu'elle a depuis qu'elle est toute petite, médaille qu'on n'a jamais vue et que c'est grâce à ça que sa mère la reconnaît. Alors écoutez,
je comprends en fait que pour avoir un épisode où Alice retrouve sa mère, ils aient inventé ce point d'intrigue de la médaille. Mais comme ils le font de manière très sérieuse, en tant que fan, t'es là, genre, mais j'ai jamais vu cette médaille avant, les gars, attendez. En fait, c'est pas. Ils sont pas. On a dit que la série faisait dans l'autodérision, et c'est vrai, mais c'est pas au point, je trouve, où ils peuvent se permettre des retournements d'intrigue comme ça. Je vais parler de Galavant plus tard, mais je vais faire un petit topo dessus maintenant. Dans Galavant, qui est une série musicale parodique, il y a un moment où, dans la deuxième saison, la princesse qui a été faite prisonnière à la fin de la saison 1, elle sort une espèce de médaille énorme, genre le truc que tu peux pas rater, quoi. C'est un espèce de rubis qui fait 3 mètres de large presque. J'exagère, mais voilà. Et elle dit oui, c'est l'amulette de ma famille que je garde sur moi depuis que je suis enfant. Et là, effectivement, la série se moque de ça, parce que c'est un point d'intrigue qu'on retrouve dans pas mal de récits de fantasy, etc. Et donc la série se moque clairement. Mais comme c'est une série parodique, ils peuvent se le permettre. Ce que les petits meurtres, je trouve, ne peuvent pas, pour le coup. Donc oui, c'est vrai que c'était quand même un point important dont on a beaucoup discuté au fil des années. C'est vrai que c'est un épisode où ça tourne un peu comme un cheveu sur la soupe. Tout à fait. Ouais. Et puis, au final, la mère d'Alice, il y a l'évocation de la lettre que le père a fait pour retrouver Alice, mais il n'y a pas évocation de sa mère au final. C'est ça, dans Tout a une fin où elle retrouve son père. Dans Tout a une fin. Non, oui, un cadavre au petit déjeuner. Il s'appelle Tout a une fin. Moi dans ma tête il s'appelle Tout a une fin, je vais l'appeler comme ça. Hein. Dans un cadavre au petit déjeuner, Alice retrouve donc son père et on pourrait croire que ce serait prétexte à évoquer sa mère qui est morte dans ses bras quand même, on rappelle. Mais non, même pas. Enfin, on parle de la lettre qu'elle aurait écrite, mais on mentionne même pas son nom en fait. Mais de toute façon, moi de base, je trouve que lorsque on a un personnage qui est orphelin, l'idée de faire un épisode, une histoire autour de miraculeusement elle retrouve un ou ses deux parents, je trouve ça mauvais. Personnellement, je n'aime pas. Mais c'est totalement subjectif, hein. Ça peut être très bien fait, ça peut être très mal fait. C'est juste que moi, personnellement, je trouve ça inutile. C'est juste pour tirer des larmes aux spectateurs. Ça ne sert à rien, il y a d'autres manières de le faire. Et surtout que c'est totalement improbable. Je suis tout à fait d'accord avec d'autant plus que ça lui arrive quand même 2 fois, que sur les 2 fois, il y en a une qui crève. D'autant plus qu'au final... Je suis revenue dessus dans l'édito, mais Alice, elle s'est trouvée sa propre famille. Au final, Laurence et Marlène, c'est un peu son père et un peu sa grande sœur. À la limite, si l'épisode La mystérieuse affaire de Steele avait été écrit pour montrer ça, ce qui est un petit peu le cas, vu que de toute façon, au final, sa mère, elle meurt et qu'elle se rend compte que tout ce qui lui reste, c'est ce qui est le plus important pour elle, c'est sa famille construite, choisie. Ça aurait été bien. Mais du coup, la ramener le père, oui, je comprends pourquoi dans l'histoire il faut que ça arrive. Ça montre encore que finalement elle cherche sa vraie famille que sa famille choisie ne peut pas remplacer. Exactement, et d'autant plus qu'il y a un autre cliché avec des guillemets qui est apparent, c'est que le père est riche. Qu'il sort Alice de sa pauvreté. Tout à fait. C'est assez vu et revu quand même. C'est ça, en fait, le fait qu'un orphelin veuille retrouver ses parents en soi, oui, bien sûr, dans la vraie vie, évidemment. Mais en fait, c'est un cliché dans la fiction. Et comme tu disais, Clémence, que le fait que... moi, je partage ton avis sur ce type de cliché, j'avoue que je suis pas forcément très sensible à ça. L'intrigue d'un orphelin qui va miraculeusement retrouver ses parents riches... Parce que, rappelons-le, la mère d'Alice était très riche aussi. Ouais. Mais bon, de toute façon, le personnage de la mère d'Alice a été écrit pour faire venir Frédéric Thiermont. Parce que ils l'aiment bien comme actrice, et ils ont raison, parce qu'elle est très très bien. Elle est très bien, oui. Mais voilà, je pense sincèrement que l'épisode a été écrit pour que Frédéric Thiermont incarne la mère d'Alice. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément prévu de gérer le fait qu'Alice avait une mère après. C'est juste qu'ils voulaient avoir Frédéric Thiermont. Mais ce qui est très dommage, parce que l'épisode en soi est excellent. Ah mais oui. Parce que moi je sais qu'il y a plein de moments que j'adore dans cet épisode. Marlys. Il est très bon cet épisode, esthétiquement il est bon, les répliques sont bonnes, les acteurs sont excellents. Le mystère est très bien. Et sauf que le problème c'est qu'à chaque fois que je le regarde, je peux pas m'empêcher de lever les yeux au ciel toutes les 2 minutes parce que ça m'énerve, parce qu'on le sent venir déjà quand on n'a jamais vu l'épisode à des kilomètres. Et ça m'énerve. Mais c'est dommage parce que cet épisode est excellent. Voilà, on ne crache pas sur l'épisode qui est vraiment très bon. C'est ça, c'est plus sur ce point de l'intrigue là spécifiquement. Mais cet épisode existe à cause de ce point d'intrigue. Voilà, c'est très paradoxal. Exactement. Autre éléphant dans la pièce, parce qu'il y en a pas mal, le départ de Laurence. Laurence s'en va du commissariat. En fait, qu'il ose pas le dire à Marlène, je comprends tout à fait. Par contre, qu'il ose pas le dire à Alice. Exactement. C'est une progression intéressante du personnage. Exactement. Parce que
on aurait pu croire qu'il lui ficherait directement dans la figure, genre, de toute façon, je me casse, je vous laisse dans la merde, mais non, pas du tout. Même, en fait, il est très... quand on compare sa relation avec Alice du début et celle de maintenant, ok, il se chamaille toujours, il s'envoie toujours des insultes, etc. Mais quand même, quand il est dans l'appartement d'Alice, qui a le cadavre et tout ça, on lui dit vous pouvez pas rester là, ça va vous foutre dans la merde, et il est là, non, je prends tout sur moi. Ce qui est quand même, bon, voilà, il a envie de... Comment dire, il sait prendre ses responsabilités par rapport à Alice. Enfin, c'est pas ses responsabilités, mais il tient à elle, quoi. Et ça, on a déjà pu le voir dans plusieurs épisodes avant, au moment incalculable, nombre de fois incalculable, où Alice faillit mourir, manque de mourir. Mais là, je trouve que c'est particulièrement touchant parce que c'est pas justement dans le danger ou la mort imminente d'Alice que du coup son affection pour elle se révèle, c'est vraiment réfléchi. C'est-à-dire que justement, il peut choisir de ne pas, contrairement au moment où elle est en train de mourir dans ses bras, il peut pas réfléchir, enfin c'est l'instinct de survie qui parle. Là, il peut choisir de ne pas l'aider. Tout comme il pourrait choisir de lui dire parce qu'il s'en fout, qu'il part aux États-Unis. Et justement, ce que je trouve très touchant dans cet épisode, c'est que le commissaire Laurence, face à un choix réfléchi, n'arrive pas en fait à faire de la peine ni à Marlène ni à Alice. Et en fin de compte, il est même pas très à l'aise avec le sujet, avec Tricard, Carmouille et Tim qui lui disent alors tu leur as dit. Et ben il est gêné de pas réussir à leur dire parce qu'il sent que c'est parce qu'il a des émotions, ce pauvre garçon. Donc ça, j'ai trouvé pour le coup, pour l'épisode, que c'était très intéressant. Et au final, c'est un petit peu... Bon bah voilà, maintenant il a fait son chemin et il est prêt pour repartir. Au final, le commissariat de Lille, ça a été un endroit où il fallait qu'il passe pour grandir en tant que personne. Tout à fait. Et c'est pas un éléphant dans la pièce, mais je voulais en parler quand même. Tim a fait ses études à Harvard, mais il ne parle pas un mot d'anglais. Ah ouais, non mais... Non, c'est pas ça, c'est que... Non, en gros, ce qui se passe, c'est que... Bon, on se doute que Marlène, apprendre l'anglais, ça doit être difficile pour elle. Alors, il commence par des mots faciles. Sauf que Marlène, elle se dit « Ah, mais en fait, c'est juste, on met un accent anglais sur tous les mots français. » Non, mais non, parce qu'elle lui demande comment on dit cadavre. Ouais, elle lui demande comment on dit cadavre, et lui, il regarde, il fait cadavre. C'est ça, en fait, on pourrait croire qu'au départ, Tim... lui donne de faux mots anglais parce qu'il a pas le temps de lui apprendre à parler l'anglais. Mais après, il y a un moment où Laurence lui parle en anglais dans la voiture et il ne bite rien. Ah, j'avais pas remarqué. Non, ouais, ça c'est très gênant. Je trouve que c'est vraiment, si je devais choisir top 3 d'erreurs de cet épisode, ce serait dommage. Le top 1 parce que justement, on nous montre ce personnage qui, malgré le contexte de l'époque, a fait ses études dans des universités prestigieuses en Angleterre. C'est ça, il y a même un passage dans l'épisode où il rappelle qu'il a fait des études de médecine. Mais oui, justement. Il y a ce passage-là, et puis il y a ça à côté. Il y a ça à côté, c'est quand même dingue. Est-ce que ça a été peut-être mal fait, enfin, peut-être mal mis en scène, justement Bah, je sais pas. Il faudrait poser la question. Il y aurait eu que la scène où il essaye d'apprendre à Marlène, ça aurait été une hypothèse tout à fait valable, qui fait semblant parce qu'il a pas le temps. Mais il y a la scène avec Laurence dans la voiture. Quand même, je sais pas. C'est dommage parce que que Tim soit un personnage secondaire et qui consacre pas énormément de temps à lui, je comprends. Je trouve ça fort dommage parce que Cyril est un très bon acteur et le personnage de Tim est très bien. Moi, je l'aime beaucoup. On l'aime tous beaucoup. Voilà. Mais bon, là, quand même, les gars, c'est votre bible des personnages. Enfin, je sais pas, ça doit être genre la première ligne de sa description. Tim est un légiste qui a fait ses études à Harvard. Enfin, je sais pas. Oui, c'est vrai. Surtout que, oui, même si c'est un personnage secondaire, c'est pas Martin à qui Marlène donne son sac. Enfin, c'est quand même un personnage secondaire important. Aussi important que ont pu l'être les autres légistes sauf Everest et je sais pas, enfin vraiment il est important, on y est attaché, il est quand même dans le groupe. Il a des rôles actifs. Il a des rôles actifs, il a des chansons dans l'épisode, donc c'est qu'il est important. Voilà, c'est pas Bubule n'a pas de chanson, je tiens à dire. Si, il a un petit passage. Il chante dans le jardin de la vie. C'est vrai. Il y a un petit gros plan et on voit qu'il fait des bulles. Ah pardon, exact. Bon bah même Bubule chante alors. Bubule chante. Non mais voilà, c'est quand même un peu dommage pour Tim. C'est vrai que ça c'est dommage. On va passer à un gros morceau qui est peut-être un petit peu plus clivant entre nous, mais on va parler des relations entre les personnages, on va parler d'El Famoso baiser Swellen. Nous sommes apaisés sur ces relations de personnages. Oui. Nous tenons à dire est-ce qu'il n'y a jamais eu de la tension Il y a eu une tension, je pense, une tension, je mets beaucoup de guillemets à ce mot, au moment où le Swalis a coulé. Ouais. Pour passer vers le Swalen, même si le Swalen avait toujours été là, la personne qui dit qu'il n'y a jamais eu de Swalis ment, parce que la série a commencé comme ça. Et le moment où ça s'est retourné, il y a eu quand même des frustrations, je pense,
moi je l'avoue, il y a eu un moment où je me suis dit bah merde, mon chip a coulé, je nage dans la mer. Tu t'es rattrapé sur le Marlis. Mais voilà, après on a eu d'autres choses, on a eu le Bifrasi, on a eu le Marlis, et puis c'est la vie d'une série aussi, enfin moi je suis pas non plus à fond sur les chips au point de claquer la porte d'une série à cause des chips, enfin ça dépend quelle série. Ça dépend comment c'est fait, mais là en l'occurrence en fait les petits meurtres, je pense que le contrat de base c'est qu'il n'y aurait jamais de relation finie et concrète entre deux des personnages. Et comme tu le disais, il y avait les premiers épisodes sont extrêmement centrés sur Laurence et Alice, parce que de toute façon c'était les deux personnages principaux et Marlène n'était pas encore dans le trio. Donc il y avait une grosse tension entre Laurence et Avril, le conflit, tout ça, on y reviendra. Et puis quand Marlène a pris plus d'importance, le fait qu'elle soit amoureuse du commissaire, c'est devenu un fait récurrent qui faisait partie intégrante du personnage, et du coup ils ont développé cette relation là, et puis finalement la relation entre Laurence et Avril c'est plutôt transformé en une relation père-fille. Alors est-ce que Alice a des daddy issues? Sans doute, mais voilà. Non mais c'est une évolution normale, et comme c'était cohérent avec la prise d'importance de Marlène, et donc c'était totalement normal, c'est bien passé, et donc du coup nous pouvons aborder ce sujet à présent avec apaisement. Oui. Alors qu'à savoir que c'est pas le premier baiser Solène, il y en a eu un dans Drame en 3 actes, sauf que les deux parties à ce moment-là n'étaient pas forcément au courant, Marlène n'était pas au courant que c'était Laurence, elle pensait qu'elle embrassait Herbert. Et c'est vrai que en comparant les deux, c'est quand même pas du tout la même histoire, celui de Drame en 3 actes est beaucoup plus centré sur l'humour que celui-là. Commence sur de l'humour, c'est vite il faut qu'on trouve un truc pour c'est se le cliché quoi. Exactement. Et au final le baiser tarde à se terminer, et au final ça devient un petit peu émouvant quand même. Ils sont surmontés par leurs émotions. Exactement. Et puis rappelons que c'est Tim qui doit les séparer, qui dit c'est bon là. Et ça encore je trouve que c'est bien joué de la part de la série, qui tombe jamais dans le drama, parce que ça aurait pu être très tragique entre guillemets, parce que il se casse quand même, et puis il sait qu'il va lui briser le cœur parce que Marlène est amoureuse de lui, et au final même ce moment de gêne fait rire parce que il y a les personnages derrière. En fait. Il est très mignon, et comme en fait je trouve que le téléspectateur se retrouve un peu dans la position de Tim. Ça devait pas se passer comme ça à la base. Même pour nous, la communauté Solène, pour nous c'était pas possible, ça ne devait pas arriver qu'ils aillent à ce point-là. Déjà, le début de l'épisode où Marlène dit à Laurence, oui, vous savez, je comprends que ça pourra jamais marcher, mais tant qu'on travaille ensemble, tant que je vous vois tous les jours, ça va. Déjà, c'était incroyable pour nous, puisque en fait, c'est waouh, en fait, elle a grandi, elle s'est rendue compte d'un truc. Elle a passé le cap filtre d'amour. Et puis on a quand même ça, et au final, ça reste, on tourne autour du truc. La fin reste ouverte, parce qu'au final, elle l'accompagne, mais elle l'accompagne avec Alice, donc à part. Et puis, on sait pas si elle va rester, contrairement à Laurence, qui lui, il va rester au moins 1 an ou 2, sûr et certain, voire indéfiniment. On sait pas, elles, si elles vont rester ou si elles vont aller le voir de temps en temps. Donc, on reste sur une fin ouverte, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant pour les Solène de se dire « Ah, ok, bon, oui, vous avez quand même un peu pris au sérieux nos envies, c'est bien. » Mais là, j'extrapole un petit peu, mais peut-être que Marlène a fait un petit peu d'introspection, et qu'elle s'est dit « Ah, mais moi qui rejette Tricard depuis je sais pas combien d'années, en fait, c'est un petit peu la même situation. Il faut que je puisse accepter que, ok, il y aura rien entre moi et le commissaire, ou rien a priori, puisque fin ouverte comme tu disais, et peut-être que le fait de voir Tricard et Carmouille vivre heureux dans leur fourgon non mais enfin, puis que le fait de voir Lydie, Tricard et Carmouille se développer, peut-être que je sais pas, ça a fait déclencher un truc chez Marlène qui s'est dit d'accord, donc c'est possible de pouvoir aller de l'avant, de dépasser cet amour non retourné. Enfin voilà. Là c'est moi qui extrapole. Mais... Moi je pense qu'il y a aussi une autre manière d'extrapoler qui est peut-être un peu plus long terme que juste l'idylle de Carmouille et Tricard. C'est aussi le fait que Marlène ayant pris de l'importance, on a vu aussi au fur et à mesure de la série se développer plus d'assurance chez elle, où elle hésitait moins à dire au commissaire ce qu'elle pensait. Et étant donné que le commissaire l'a jamais vraiment envoyé paître à cause de ça, un petit peu mais pas trop, elle a quand même, à des moments, elle l'engueule à moitié parce que il renvoie ses conquêtes avec un bouquet de fleurs. C'est vrai. Elle lui dit quand il abuse. Oui, mais elle lui met une claque dans le miroir se brisant. Voilà, enfin, il y a beaucoup de moments où, en fin de compte,
par rapport au tout début où elle était pas censée être un personnage principal, mais bon, au tout début où elle disait rien, jamais, elle était juste complètement d'admiration devant le commissaire et c'est tout. C'est tout à fait. Elle devient elle-même son propre personnage, en fait, elle joue son propre rôle, c'est-à-dire que elle est plus seulement là pour être amoureuse du commissaire, elle sait qu'elle peut l'influencer. Elle est pas aveuglée par l'amour. Elle peut le cadrer, elle est plus aveuglée par l'amour et donc elle se dit, après tout, je peux vivre en tant que moi-même et pas juste en tant que personne amoureuse du commissaire. Tout à fait. C'est vrai. Après, il y a aussi cette autre partie, par exemple, où elle est avec Alice, et où Alice dit mais c'est bon, il n'y a pas que le commissaire dans la vie. Et où elle dit mais si, justement. Ça montre quand même que elle fait un travail sur elle-même. C'est ça, elle est lucide. Mais qu'elle sait quand même que de toute façon... Elle sera amoureuse de lui tout le temps. Voilà. Mais elle est lucide sur cette situation, c'est ça qui est bien. C'est ça, c'est la lucidité qui est nouveau chez elle. Et encore heureux qu'il n'ait pas fait en sorte que tout d'un coup elle se mette à plus aimer le commissaire parce que ça aurait été out of character et ça aurait été décevant pour nous. Parce qu'elle est construite comme ça. Et je trouve ça très bien qu'ils aient fait grandir son personnage en ajoutant de la lucidité sur sa situation, sans pour autant complètement la faire devenir une seconde Alice qui tout d'un coup se met à être indépendante et à se dire finalement le commissaire je m'en fous quoi. C'est ça. On a parlé de Tricardmouille, on va revenir un petit peu là-dessus puisque première continuité dans la série, ils s'embrassent dans Rendez-vous avec la mort, ils sont ensemble au début de Un cadavre au petit déjeuner. Puis à la fin, même, finalement. Oui, il me semble qu'en fait c'était juste des tensions pendant l'épisode. Leur couple avait un petit chemin. Ils battaient un peu de l'aile. Voilà, mais ils se sont remis ensemble. Oui, on en est sûr. Voilà. Pour ceux qui nous suivent, l'année dernière on avait fait une FAQ où on avait un peu exposé nos craintes sur Tricardmouille. Je crois que j'avais parlé genre une demi-heure. Je m'en souviens plus de ce qu'on avait dit. On avait dit qu'en gros c'était un petit peu flippant de mettre les deux comic relief ensemble. C'est ça. Donc, parce qu'en fait, ce que je trouvais gênant et que je trouve encore un peu gênant à l'heure actuelle, même s'ils le font moins, c'est que Tricard comme Carmouille étaient là pour qu'on se rie d'eux et pas avec eux, pour qu'on se moque d'eux, parce que ils ont des physiques qui sont pas dans les canons de beauté standard. Je suis désolée, mais leur comic relief fait partie de ça. C'est moche, mais voilà. Tricard, on se moque de lui parce qu'il est gros. Carmouille, on se moque d'elle parce qu'elle a un côté très masculin. Enfin, j'avais vu passer un commentaire Facebook. Oui. La policière en masse. Leur physique fait partie de pourquoi on est censé, en tout cas, parce que moi du coup non, parce que ça me met mal à l'aise ce genre d'humour, mais leur physique c'est partie de pourquoi on est censé se moquer d'eux, et j'avais peur qu'en les mettant ensemble ça fasse un petit peu le couple de monstres quoi. Bon, j'exagère, mais j'avais peur que ça fasse un peu ça. Et en fait non, ça va. Non, ça va. Au final, ils ont réussi à rajouter dans Rendez-vous avec la mort cette petite touche d'émotion entre les deux. Et vraiment la sincérité, leurs échanges de regards dans ces deux épisodes, c'est le cas aussi dans Un cadavre au petit déjeuner, ça montre vraiment qu'il y a une connexion entre eux et que c'est vraiment un amour véritable, c'est pas un amour par dépit. C'est ça. Et aussi le fait que ce soit extrêmement bien joué et vraiment touchant, pas faussement touchant mais vraiment touchant. Tout d'un coup, les personnages sortent de cet effet un peu personnages de papier qui sont là juste pour faire rire et tout d'un coup gagnent une profondeur et deviennent eux-mêmes des personnages profonds et pas juste ah regardez il passe et il est drôle. Et je trouve que dans Un cadavre au petit déjeuner, je l'ai pas appelé tout à une fin, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le fait que justement leur couple traverse une crise entre guillemets fait que oui c'est aussi des personnes. C'est exactement. Ça. Et même si leur chanson Le tango des animaux c'est un petit peu... C'est cringe. Moi, cette chanson me cringe, personnellement. Oui, pareil. C'est un peu aussi, il y a un côté un peu mignon, mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, ça fait partie un petit peu de la personnalité des personnages aussi. Je suis très contente qu'ils aient réussi à rendre les personnages touchants et que les personnages aient acquis une profondeur. Par contre, je trouve que c'est un peu facile, en fait, de prendre tes deux personnages comic relief et de dire « Ah bah regardez, en fait, c'est pas que les personnages rigolos. En fait, ils ont aussi des sentiments, c'est fou ça !» Alors qu'en fait, ils auraient pu avoir des sentiments dès le début. Mais bon. Enfin voilà. Mais en soi, c'est déjà bien qu'il les ait fait progresser comme ça. De toute façon, Carmouille part déjà avec un défaut, c'est qu'elle arrive très tard dans la série. Donc c'est déjà incroyable en fait qu'on lui ait donné pas mal d'importance dans Rendez-vous avec la mort. On reviendra là-dessus, Tim n'a pas eu cette chance. Oui. Mais moi je pense que heureusement qu'ils ont fait ça parce que moi j'aurais été vraiment très énervée si... Non, enfin je veux dire, moi quand Carmouille est arrivé pour la première fois, personnellement j'ai détesté ce qu'ils ont fait à ce moment-là. C'est-à-dire,
ah, Marlène s'en va, et ben venez, on va montrer à quel point elle est horrible par rapport à Marlène. Ouais. Et ils ont fait ça vraiment que sur l'aspect physique. Et je sur trouve le fait ça... qu'elle était masculine, voilà, qu'elle était très brutale, très etc. brute. Je trouve que la série est suffisamment intelligente et subtile pour arriver à dépasser ce genre de comique-là. Et donc moi, quand ils ont fait ça, j'étais en mode, non, c'est mauvais. Ils auraient pu trouver quelque chose de plus intelligent. Et heureusement que Marie Berthaud est aussi bonne actrice pour avoir sauvé le personnage de Carmouille, parce que c'est elle qui l'a sauvé. En fait, c'est pas que ce type d'humour n'est pas drôle, c'est juste que c'est un humour qui est un peu basé sur la méchanceté et la cruauté, et du coup on a chacun notre sensibilité vis-à-vis de ça. Exactement. Et moi j'avoue que tous les types d'humour qui se basent sur se moquer d'un personnage à cause de telle ou telle caractéristique, physique ou même mentale, moi je trouve pas ça très drôle en fait, puisque je ressens de l'empathie pour le personnage, du coup je me dis non, faites pas ça. C'est un petit peu la peur qu'on avait également pour Ding Dang Dong, peur qu'il se moque un peu de la dépression de Marlène et des aventures de Laurence. La Tricarmouille, donc oui, ça marche bien, mais il y a un petit élément perturbateur dans leur relation dans cet épisode. Il s'appelle la Rosière, le retour de la Rosière, ou plutôt de son neveu. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce guest star ? C'était cool, ça faisait plaisir de le revoir. J'espère que ça instaurera une tradition où à la fin de chaque saison il y a des guests des saisons précédentes qui reviennent. Évidemment, moi j'aurais bien aimé si Lampion avait été là. Et je pense que c'est aussi un petit rappel pour dire, regardez, il y avait une saison 1 et maintenant on est dans la saison 2 et vous aimez les deux. Regardez la saison 3, vous allez l'aimer autant que la saison 2. Comme dirait Lauriane, toutes les saisons sont belles. Oui. Exactement. Mais oui, non, c'était bien joué, et puis c'était pas forcément non plus... En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté assumé c'est le neveu. Parce qu'il, du coup, il joue pas en mode « Oh, c'est un personnage qui lui ressemble » ou on en entend parler vaguement, c'est vraiment genre « Je suis son neveu, regardez, le célèbre La Rosière, il accroche son portrait », enfin... Et j'aime bien ce côté lien assumé entre les saisons, je trouve ça faisait un peu clin d'œil. Mais ça passe bien, tu vois. Ça passe bien. Et puis je trouve que le fait qu'ils en aient fait un personnage complètement antipathique... Oui. Et bien aussi, enfin moi je trouvais ça bien. Ça marche bien. Oui, en final c'est le coupable, avec la femme du père d'Alice, mais c'est le coupable final. C'est ça, c'est lui qui se fait buter. Exactement, c'est celui qui se fait buter par Carmouille. Et au final c'est assez drôle d'ailleurs que ils aient développé cette petite relation Carmouille-La Rosière. Ouais, j'avoue, genre c'est très drama en fait, quand tu regardes, c'est filmé de manière ultra dramatique, il meurt dans ses bras, il a mon panache, enfin c'est... Oui, nous avons d'ailleurs avec Morgane élu cette mort, la deuxième mort la plus... incroyablement ratée de la série, avec en première position la mort de je ne sais plus comment il s'appelle, le médecin qui vend le calmot. Le docteur Menchikov. Exactement, qui meurt en emportant la table, la nappe, tout ce qu'il y a dessus, dans un geste absolument dramatique. Et nous avons donc ce petit tombé de tête du commissaire quand il meurt. Ah là, c'est ça, c'est un peu genre le panache. Mais je pense que pour le coup, la mort de La Rosière, c'était voulu, ce côté un petit peu exagéré, ridicule. Ah mais oui, mais je pense que quand le docteur Menchikov meurt, j'espère aussi que ce côté ridicule était voulu, parce que sinon porter une nappe en pensant que ça va être cohérent et sérieux, c'est un peu se tromper, parce que... Mais au moins c'est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire. Ah mais c'est sûr. Et donc n'hésitez pas à nous donner votre troisième mort la plus stupide et la plus ridicule. En commentaire, s'il y a des commentaires. C'est peut-être moi qui ai mal compris l'intrigue, hein, mais je trouve que le plan de la mère, de la femme du père d'Alice, était pas bien. Enfin, c'est-à-dire que elle engage il y a son chauffeur, qui est son homme de main. Il y a le détective qui a été engagé par le père d'Alice. Ce détective passe une soirée avec Alice, déjà d'où, premièrement. Parce qu'il la trouve jolie. Oui, ok. Alors, ok, coucher avec la personne sur laquelle tu es censé enquêter, est-ce que c'est éthique ou pas ? Débattez dans les commentaires. Non, mais... Bref, bon, le détective, ok, passe la nuit avec Alice. Il ne lui révèle pas que son père la cherche, pour je ne sais quelle raison. Et après, il y a le chauffeur qui... Enfin, en fait, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on nous apprend à la fin que le chauffeur a mis de la drogue dans le verre d'Alice quand elle était au bar avec le détective. Comment elle est rentrée chez elle ? Enfin, parce que, bon, la drogue a peut-être mis longtemps à faire effet, je ne sais pas. Bon, déjà, il y a ça. Et ensuite, pourquoi le chauffeur ne bute pas Alice ? Sachant que la femme du père d'Alice dit à la fin « Ah, t'aurais dû être la première à mourir !» Bah oui, bah du coup, pourquoi ? Clémence a une théorie là-dessus. Dis-moi. Alors, moi, je pense qu'on apprend aussi à la fin que la Rosière était l'amant
de Madame Bidule Truc, la femme du père d'Alice. Tout à fait. Ça va commencer à être long. Eh bien, je pense que, en fait, le commissaire a vachement influencé cette dame. Il faut absolument que je retrouve son nom. On va dire la dame. La dame, la belle-mère d'Alice. C'est vrai que maintenant qu'on y pense, en fait, la Rosière, en soi, il fait rien de mal. Eh bien, il est juste l'amant de la meuf. Eh bien, je pense... Bon, il la couvre, mais... Eh bien, je pense... je pense qu'elle n'avait pas du tout l'idée de faire ça à la base, et je pense que le plan vient de la Rosière, et que je pense que la Rosière s'est dit, eh bien, puisque c'est moi qui ai instigé cette histoire, je vais aussi avoir l'occasion, pour mon arrivée, de briller sur un coup d'éclat et de résoudre un crime, de coffrer la journaliste qui nous fait chier à tout le temps être dans nos pattes, en trouvant tout d'un coup la solution d'un crime hyper simple, voilà, elle l'a tué, personne l'a soupçonné, et voilà. Et donc je pense qu'il s'est dit que de toute façon, si le détective ne lui avait pas encore dit qu'elle était la fille de son père, elle ne l'aurait jamais su, puisqu'elle ne savait même pas qu'elle était avec un détective à l'instant T. Le père d'Alice était censé mourir. Le père d'Alice était censé mourir, donc il s'est dit... On tue la seule personne qui pour l'instant est au courant avec le père qui va clamser. C'est bon, notre fortune est préservée. Et moi en plus, j'ai mon petit coup d'éclat puisque je résous un crime dès le 2e jour où je suis là. Bah c'est une super théorie Clément, je suis d'accord avec toi, ça aurait été bien qu'ils le disent dans l'épisode. Mais du coup je pense que c'est implicitement lié quand... Parce que pourquoi ils l'auraient arrêté? Pourquoi ils auraient voulu l'arrêter si jamais il avait été juste l'amant, c'est interdit, de la belle-mère d'Alice? Parce que c'est... je crois que c'est parce qu'il est sur une photo avec l'homme de main. D'accord. Il me semble que c'est avec ça. l'homme Ou de non, main. avec bah oui, avec la belle-mère. Bah donc justement, en fait, en soi, il aurait pu totalement être pas du tout lié à cette histoire. Mais comme la belle-mère, elle est de toute façon coupable, il y avait forcément un complicité. lien. Oui. Je pense que ta théorie se tient parce que la Rosière dit à Carmouille d'aller voir dans l'appartement d'Alice. Parce qu'il flaire quelque chose. C'est ça, mais c'est pas qu'il flaire, c'est pas qu'il a fait... C'est voilà, il le sait qu'il y a un cadavre là-dedans. Donc moi, à mon avis, c'est lui qui est à l'origine du plan, en fait. Ok, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est juste dommage que ce soit plus clair dans l'épisode si c'est vraiment ça. Si c'est vraiment ça et qu'on est. Mais je pense qu'il y a des chances que ce soit ça parce que c'est ce qui a le plus de sens. Oui, exactement. Bien, est-ce que tout le monde a donné son avis? Oui. On est revenu sur tous les points importants, je pense. Bah, on reviendra sans doute sur d'autres points quand on parlera du bilan de la saison 2, mais voilà. Probablement. Il est temps de faire une petite pause. Nous allons dès à présent écouter les avis de nos amis internautes. Qu'en pensent les bubules? C'est tout de suite. Comme dirait Mary Poppins, pour bien faire, il faut bien commencer. Que dire de cet épisode musical? Alors ça va pas être un avis très objectif, mais bravo à toute l'équipe des Petits Meurtres. Franchement, l'épisode, moi je l'ai adoré. Enfin, moi personnellement j'aime beaucoup le style de la comédie musicale, c'est un genre que j'apprécie beaucoup. Et notamment il y a beaucoup de références. Les textes collent parfaitement aux personnages et pour notre plus grand plaisir, c'est un florilège de références cinématographiques, telles que Les Demoiselles de Rochefort, La La Land. Après, il y a beaucoup de références à d'autres comédies musicales, hein, My Fair Lady, La Mélodie du Bonheur, etc. Et pourtant, je suis pas fervente admiratrice des comédies musicales, mais là, c'est un sans faute pour moi, quoi. C'est spécial de voir un épisode pareil dans une série pareille. Et je trouve que ça a bien clos la saison. C'est devenu un de mes épisodes préférés de la série. Et je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux, on va dire, comme conclusion. Ça aurait été dommage, je pense, de faire un épisode, entre guillemets, normal, on va dire, avec le même type d'épisode, en fait, que les autres. Pour moi, la force de cette série, c'est la capacité à alterner les moments forts et les moments faibles, comme je les appelle. C'est-à-dire des répliques hilarantes suivies de moments plus importants, parfois plus tendres ou d'action. Finalement, l'enquête, forcément, n'est pas au cœur de l'épisode, mais qu'on assiste à une résolution de beaucoup de ressorts relationnels qui est en suspens. Les chansons, pour moi, il n'y en a pas une de ratée. Je trouve qu'au niveau des textes, c'était très bien écrit, les mélodies sont bien faites. Sinon, il y a plusieurs points que j'ai bien aimés. Notamment, il y a une scène où il y a une petite mouche contre le racisme quand on voit la scène entre Tim et la concierge de l'immeuble. À noter également la notion d'équipe. Excepté Carmouille pour une grande partie de l'épisode, tous les personnages s'entraident. J'ai adoré le côté où toute l'équipe se réunit et forme vraiment une famille. On a vraiment vu plus qu'une amitié en fait, parce qu'ils ont tous aidé Alice. Et j'ai adoré ce côté mission impossible où tout le monde se réunit. Et c'était vraiment hyper
agréable à voir en fait. Finalement, l'amitié du trio Marlène, Alice, Swan, qui est mis au centre forcément de l'épisode. Tricard et Tim sont bien plus mis en avant et prennent entièrement part aux différents problèmes à résoudre. Tous sont liés et c'est ce qui est bien mis en scène avec la chanson Le Jardin de la Vie. Et ça conclut, c'est pour ça que ça conclut super bien la saison, parce que le fait de les voir vraiment réunis comme une famille, alors qu'il y a toujours eu des hauts et des bas durant la saison, là ça conclut vraiment comme il faut. Et puis surtout, on voit l'appartement de Marlène, quoi. Enfin, merci l'appartement de Marlène. Il est tout à fait à l'image de sa propriétaire, et je me souviendrai toujours du faux rire que j'ai eu lorsque l'on découvre accrochés tous les portraits de son cher commissaire. Pour parler des moments émouvants de l'épisode, il faut prendre la chanson finale, mais la vie continue, qui résume quand même toute l'aventure de la saison 2 et qui fait son petit effet, voilà, qui nous fait verser une petite larme. J'ai versé ma petite larme à la fin, forcément, qui ne l'a pas fait. La chanson de fin, forcément, qui est très émouvante. C'était assez dur de garder ses larmes, on va dire, en regardant la scène. Pour conclure, cet épisode spécial est plus que réussi. Le pari de la comédie musicale est tenu et fait son effet. L'enquête est bien ficelée, les rebondissements sont présents. Les répliques sont toujours de haut niveau et les textes des chansons restent immédiatement en tête. En regardant les petits meurtres, et encore plus avec cet épisode très choral, j'ai toujours l'impression que les personnages font partie de mon entourage et qu'ils vont venir regarder l'épisode avec moi le vendredi soir. Mais qu'à force, moi aussi je fais partie de la bande à Laurence. Alors, merci pour toutes ces belles années en votre compagnie. Et du coup, allez écouter les autres avis pour des critiques plus constructives, parce que moi je peux pas être objective. Les petits fans, je vous kiffe. Et les petits meurtres aussi d'ailleurs.